revient le soir et on débarque dans un resto et le mec nous a demandé comment c'était la journée et tout, puis stylé, machin, on a vu un loup, puis le gars il se marre, et puis il fait ah ouais t'es sûr. La Suisse, France et Italie, le snowboard, c'est vraiment quasiment que nous. Mort. Quoi. C'est les quarantenaires, cinquantenaires qui surfent. Et ici, par contre, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. C'est resté ultra hype, ultra... Mais je dirais entre 60 et 70% de personnes qui font du snowboard. Alors qu'effectivement, chez nous, les proportions sont complètement inversées. C'est plutôt les skieurs qui ont le monopole. D'ailleurs, je sentais pas mes jambes. Enfin, j'avais pas mal aux jambes dans la poudre. Ouais, parce que c'était pas lourd. Tout était ultra fluide. Ça donne envie. Ouais, Okay. ouais, non, à tester, mais je pense qu'il va falloir que tu y ailles. Hein. Ils ont vraiment ce style que tu pouvais avoir dans les 90s, tu vois. Des gros baggy, des trucs méga larges. Et puis il y en a beaucoup qui font du flat et puis qui vont envoyer des rotations à plat dans tous les sens, des presses sur leur snowboard, etc. Okay. Ça ressemble un petit peu à l'espèce de la danse, quoi. T'as vraiment un côté artistique où les mecs rebondissent sur leur spatule et puis ils font des petits tricks comme ça à plat. Alors que si tu arrives justement à mettre en place toutes ces choses, à multiplier tes canaux d'acquisition, etc., bah, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que ça morde aussi à l'hameçon. Mais ouais, un tip, je dirais, de faire du multicanal, c'est hyper important. Et puis déjà, à l'époque, quand je le faisais, j'allais un peu à contre-courant. Parce que plus personne le faisait. Mais en fait, c'est parce que plus personne le faisait que tu fais la différence. C'est parfait. Et qu'est-ce qu'il disait que t'avais déjà fait ça? Non, mais ça m'est déjà arrivé de m'écouter. T'avais déjà fait des tournages, non? Après coup. Non, enfin, c'était plutôt des interventions pour le job. Ok, mais qui ont été filmées. Alors, il n'y avait pas forcément de prise de voix. Et puis, voilà, c'était plus un... Direction artistique, t'avais fait un peu ça ou pas trop? Non. Même pour... Non, c'était un sujet, mais je me souviens même plus du sujet maintenant, mais probablement une présentation. Pour le boulot Pour le boulot, ça devait certainement tourner autour des sites web. Bon, on est déjà rentré dans l'épisode, mais... Ok. L'idée pour moi... Il fallait dire. Je pensais non, mais c'est cool. Moi, j'aime bien capter juste le petit bout, le petit bout d'avant. Des fois, ça se reprend toujours un peu. Et en fait, moi, l'idée, c'était donc nos vies au Japon, c'est plutôt orienté sur un podcast des gens qui vivent au Japon. Mais je voulais faire des capsules un peu hors série avec des gens qui vivent des expériences au Japon. Et en fait, comme tu viens de vivre une expérience incroyable à Nagano, et en plus de ça, tu es quelqu'un qui a beaucoup, qui skie et qui snowboard beaucoup en Suisse, je trouve intéressant qu'on prenne un moment. Parallèle. C'est ça, de discuter de ce parallèle, parce que c'est une expérience que moi, je n'ai pas eue, que je pense que les auditeurs peuvent être intéressés à écouter. Et puis, si on a le temps, une deuxième partie qui m'intéressait un petit peu à discuter, c'est plutôt lié à mon travail, dans le sens, comme ici, maintenant, je débarque un peu tout seul, même si je travaille pour une entreprise suisse, le but, c'est de la développer. Et ça m'intéresse de voir un peu en parallèle sur toi, quand tu avais créé l'entreprise, tu as 2-3 tips qu'ils m'avaient déjà donné à l'époque et que ça m'intéresse d'un peu d'explorer. Avec plaisir. Ça te va? Peut-être bien. Avant de commencer, tu peux juste te présenter en quelques mots? Oui, moi c'est Luca, bientôt 40 ans. Moi aussi. Dur, mais ça va. Ça va, on survit. On a la pêche, on est en forme, on peut encore voyager, pas encore d'enfants. Donc on profite à fond. Maintenant qu'on a un peu de moyens aussi, tu vois. C'est clair. Profiter de bouger, voir le monde, se faire des kiffs. Hyper important. Et puis voilà, sinon dans la vie, je suis indépendant, on va dire, depuis ça fait 15 ans, quasiment. Complètement indépendant, on va dire.
Site web, principalement. J'ai commencé à créer des sites web. On avait une boîte de médias. Médias, on a fait ça pendant 15 ans. On a eu l'occasion d'acheter, de racheter certaines boîtes. On a eu l'occasion de revendre certaines. Donc quand même un parcours entrepreneurial bien établi. Bien établi, ouais, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, sinon une grosse passion pour tout ce qui est ride au Japon, en Suisse, un petit peu partout. Tout ce qui glisse, glisse, on est à fond. Donc, ce que j'ai pas annoncé au début, c'est que nous, on se connaît depuis longtemps. Lucas, c'est un ami d'enfance. Nous, on a aussi beaucoup surfé ensemble. On a même, avec nos parents, on a même fait 1 ou 2 fois des journées, des week-ends. C'est ça. En Suisse, en France, non, on n'a pas trop fait, mais surtout en Suisse. Ouais, on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai aussi vu, même si c'est de loin, ton parcours aussi entrepreneurial. Et j'ai toujours été fasciné par cette vie que tu as menée. Parce que c'est vrai que ce que tu n'as pas dit, ça fait même presque plus que 15 ans. Parce que où tu m'as bluffé, c'est que tu as commencé l'entrepreneuriat très tôt. Ouais, c'était en 2011. Je devais avoir 20 ans. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître tôt, mais c'était assez logique finalement pour moi. Cette espèce de... Comme si c'était un petit peu écrit, donc au final, après tu te lances dans le bain parce que tu sais pas ce qui va se passer. Donc tu es là, tu as la fougue de la jeunesse, de toute façon tu n'as pas un rond, donc finalement c'est un petit peu là. Que tu sois aux études ou que tu testes quelque chose, que tu testes de créer quelque chose, c'est un petit peu pareil. Mais c'est vrai que l'avantage de commencer tôt, c'est que tu as tout à construire, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai. Donc t'as pas forcément besoin, t'as pas de besoin financier. T'as toujours un petit peu les parents qui sont derrière toi. Tu prends moins de risques. C'est ça, tu prends moins de risques que si tu le fais après. En l'occurrence, pour mon business, moi, j'avais pas besoin de gros investissements. Il me fallait un ordi. T'as dans le service, donc. Tu vois, il me fallait un ordi performant et puis après de la matière grise, du grain à moudre et puis des bonnes idées, on va dire. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que le fait de pas savoir dans quoi tu t'engouffres, ça t'aide aussi. Parce que sinon, t'aurais pas fait. Si on m'avait dit, tu vas passer par ci, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, non. En fait, je vais prendre un petit job pépère, c'est plus cool. Je pense que c'est un peu ça qui moi, m'a peut-être empêché de faire le move plus jeune, parce que comme j'ai fait cette voie apprentissage, direct travail, je voyais ce que mes chefs faisaient, je voyais ce que ça voulait dire pour eux. Et je pense que ça m'a toujours un peu freiné d'une certaine façon. Quoi. Et, je comprends. Mais ça, on en reparlera en deuxième partie. Si tu es d'accord, donc si on revient à cette partie Japo, comme on dit. Japao. Japao. C'est pas un mythe. C'est pas un mythe, je confirme. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu es allé la semaine où je pense qu'il a neigé 2 mètres. Apparemment. Ouais, même plus que ça. J'ai vu... parce que forcément, je suivais de près ce qui se passait par là-bas. Il y a eu 1,70 m en une nuit. C'est lunaire. C'est ce qu'on disait, même en Suisse, où tu vois, les gens ont l'habitude d'avoir de la neige et tout. Mais moi, j'avais jamais vu ça. Et je pense que si tu parles avec des anciens, ils me diront, ouais, effectivement, il y a 50-60 ans, c'était comme ça. Ouais. Puis là, c'était en une nuit. C'est vraiment... Puis c'est un autre, la neige est complètement différente. Et ça, c'est vrai, c'est pas un mythe. Non, c'est vraiment ultra différent. C'est beaucoup plus léger comme neige. Ce qui fait que ça se rapproche. Tu te sens encore plus léger sur la neige. Et puis ça pourrait vraiment s'apparenter à... si les gens ont déjà fait, s'ils ont déjà glissé sur l'eau. T'as vraiment... c'est smooth... à un point qui est complètement fou. D'ailleurs, je sentais pas mes jambes. J'avais pas mal aux jambes dans la poudre.
Ouais, parce que c'était pas lourd. Tout était ultra fluide. Ça donne envie. Ouais, okay. ouais, non, à tester, mais je pense qu'il va falloir que tu y ailles, hein, Sam. Bah, moi, je suis pas très loin. Même si justement, je pense que si tu arrives à t'esquiver, même un petit week-end, ça vaut la peine ouais, c'était top. De tester ça. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir des conditions météorologiques qui fait que ça crée ça. Apparemment, j'ai essayé de comprendre un petit peu. Et t'as trouvé quelques... Apparemment, c'est un froid déjà qui vient de Sibérie. Et puis le fait d'être sur une île aussi, avec l'océan, la mer de tous les côtés. L'humidité se transformerait avec ces vents glaciales en une neige qui est très sèche, en fait. Et puis c'est cette sécheresse de neige qui fait qu'elle est ultra légère. Parce que c'est très sec ici. Ici, par exemple, maintenant, aujourd'hui, c'est 20%. Ouais, justement. Donc, mais ce qui est complètement paradoxal, parce que tu te dis que tu es au bord de l'océan. Donc, ouais. Mais je pense que c'est un phénomène qui est propre à l'hiver. Parce que oui, en été, c'est l'inverse. Ce que tu disais. C'est 80%. Ça, on est dans deux... Donc, en fait, c'est pour ça que tu as cette neige qui est si fine, finalement. Et elle chauffe moins que chez nous. Enfin, que chez nous en Suisse. Dans le sens où je pense qu'elle est déjà plus gorgée d'eau, la neige. Ce qui fait que dès qu'elle tombe au sol, automatiquement, elle va chauffer, ça va être plus lourd. Alors, on peut se faire évidemment des kiffs chez nous dans de la poudre, mais c'est très, très... entre le manque de précipitations qu'on a maintenant en Europe, on va dire, en Suisse, le réchauffement climatique qui s'accélère d'autant plus dans les Alpes, encore plus qu'ailleurs, tu vois, enfin le changement, il est vraiment, enfin c'est vraiment flagrant. Alors ici, on le ressent aussi parce que les gens ils disent les hivers sont plus chauds, l'été. Ici, les anciens, il y en a aucun qui disait qu'il y avait plus que. Maintenant, je crois l'été passé, il a fait plus de 10 ou 15 jours à plus de 34 degrés. Ça n'existait pas avant. Par contre, ici, il y a un phénomène qui est très différent par rapport à la Suisse, c'est que les météos, ils disent d'ailleurs qu'il y a vraiment 4 saisons, voire 5 si tu rajoutes la saison des pluies. Okay. Et si tu veux, il y a très peu d'écart de température entre les saisons. Entre les saisons, oui, mais c'est très linéaire. C'est-à-dire que j'imagine que si c'est le cas à Osaka, mais ça sera certainement le cas aussi à Nagano, par rapport à la Suisse, ce que j'entends par là, c'est qu'à Nagano, peut-être il fait, je ne sais pas les températures qu'il faisait, mais il peut peut-être faire moins 10, 0 toute la semaine. Ici, il fait... Toute cette semaine, il fait entre 0 et 8 degrés, toute la semaine. Je vois ce que tu dis. En Suisse, c'est constant. Ouais. C'est constant. Il n'y a pas de moins 10 à plus 15. À plus 15, non. La semaine d'après, il n'y a aucune variation comme ça. Mais c'est certainement ce qui fait que la neige ne change pas. Enfin, tu vois que la qualité de la neige aussi reste froide toute l'année. Reste froide et tu t'évites des phénomènes où ça chauffe, ensuite il fait froid, puis du coup ça croûte. Et puis t'as vraiment... ça fait du sens tout ça, ouais. Puis tu me racontais en off, et ça je trouve intéressant, parce qu'ici il y a beaucoup de débats sur effectivement les étrangers qui se perdent quand ils font du freeride, parce que ça énerve beaucoup les locaux, les locaux vont toujours être sur la piste, de ce que j'ai entendu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, et ça je pense la plupart des étrangers ne le savent pas, c'est qu'il y a certaines pistes qui sont maintenues non damées. Exact. Donc on peut faire du freeride sur la piste. Ouais, on peut dire ça comme ça, effectivement. En tout cas, tu auras de la poudreuse... sur la piste, elle n'est pas damée. Sur la piste, ce qui fait que... aucun tu passage. peux te faire plaisir, on va dire, en toute sécurité. Non, aucun passage. Après, c'est le passage des gens qui sont en ski ou en snowboard. Donc, il faut te lever tôt, il faut être le premier. Et puis tu t'éclates. Tu t'éclates, mais c'est vrai que... Allez, après 1 heure, 1 heure et demie de ride, même si c'est beaucoup moins fréquenté que les pistes chez nous. Hein. Ça, c'était vraiment impressionnant. Ok. T'as beaucoup moins de monde sur les pistes. Au bout d'un moment, une fois que c'est tracé, t'as envie
d'aller chercher de la fraîche ailleurs, entre guillemets. Donc je pense que c'est pour ça que les gens tout à coup sortent, s'écartent un petit peu des pistes. Je pense que le problème de sortir des pistes, enfin, je pense que de sortir des pistes, c'est pas forcément le problème. Le problème, c'est de sortir des pistes si t'as pas si t'as pas l'expérience suffisante et t'as pas le niveau suffisant, en fait. À mon avis, c'est là qu'il y a une problématique. C'est là que tu vas peut-être te retrouver coincé. C'est là que tout à coup tu vas te perdre. C'est là que tu vas te trouver en face de quelque chose qui est peut-être trop pentu. Ou je sais pas, tu vois, une petite cliff tout à coup qu'il faut passer 1 mètre ou 2 à sauter. Et puis du coup, bah, tu te retrouves coincé. Et puis voilà. Puis du coup, je pense que tu appelles le resort ou le numéro qui est indiqué, surtout parce que alors, les Japonais, ils sont taqués avec la sécurité. T'as un petit numéro que tu peux appeler, machin. Et puis je pense les mecs sont saoulés d'aller sortir des touristes de situations dans lesquelles ils se sont mis tout seuls, alors qu'il y a des avertissements qui sont partout. C'est absolument partout. Alors, que ce soit en anglais, en japonais, les mecs t'avertissent. Si tu vas là-bas... On vient pas te chercher si c'est là. Ou on vient te chercher, mais tu vas payer. Enfin, c'est assez explicite. Et puis voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'abus et je pense aussi c'est un pays qu'on connaît pas. Enfin, tu vois, nous, depuis gamin, on skie, on surfe sur les mêmes, ou plus ou moins les mêmes spots. Donc on le connaît parfaitement. Sur le bout des doigts, on sait, on s'est pris 2-3 gamelles à droite à gauche, mais on sait où aller. Et là, tu arrives dans un pays où tu n'as jamais ou peu surfé. Et puis, tu te retrouves, comme tu dis, dans des situations que tu n'as jamais connues. Parce que les arbres, c'est pas les mêmes, les forêts, c'est pas les mêmes. De tomber 1m70, c'est juste énorme. Ouais, c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont... C'est compliqué de retranscrire ce que tu vois sur le terrain, parce que ça t'arrive pas. 1m70, en théorie, tu as vu ça au téléjournal, mais en pratique, c'est quoi 1m70 de neige dans une forêt, dans une pente, tu sais pas comment ça peut réagir, c'est vrai. Donc je pense que c'est tous ces phénomènes qui fait que les locaux, ils s'énervent un peu. Ok, donc il y a vraiment moins de monde. Donc tu sens vraiment, tu t'attends jamais. Moins de monde. Et puis je pense que si tu te prépares aussi, pour revenir à cette problématique des gens qui se perdent, etc., et des tensions qu'il peut y avoir avec les locaux, c'est la préparation aussi. C'est hyper important. Enfin, savoir où tu vas, quelle est la pente. Enfin, aujourd'hui, tu vois, tu as toute une série d'outils, que ce soit des apps, que ce soit même un simple plan de la piste. Ou de la région où tu te trouves, ou du spot où tu te trouves, si tu as un petit peu d'expérience, tu vas limiter la casse, tu vas voir où tu passes. Puis généralement, ça joue. Après, je pense qu'il y a aussi un côté... ils essayent de préserver des espaces, que ce soit pour la faune aussi, tout simplement, parce que tu as quand même des animaux qui sont là. Ça, c'est la même chose chez nous. Je pense qu'il faut quand même respecter ça aussi, puis bien sûr, pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est bien de mettre des règles quoi qu'il arrive. Et tu disais, pour se rendre compte en termes de quantité de personnes, tu t'attends jamais. Tu arrives en bas, tu montes. Ou tu as des fois quand même un petit peu des entonnoirs. Franchement, bon. Alors, on n'a pas eu l'occasion de rider le week-end. On fait du lundi au vendredi. Mais ce qui change, voilà, ce qui peut peut-être changer, effectivement. Je pense ils sont plutôt là les week-ends. Nous, on était venus là pour de la poudre, donc plus il faisait un temps de merde, plus on était contents. Moins il y a de gens aussi. C'est sûr que tu vois la différence entre une belle journée, comme on a eu le dernier jour, où là c'était hyper beau. Forcément, t'as un peu plus de monde, mais non, t'attends jamais. Tout est clean, évidemment. Tu vois, la colonne est clean. Tout est fait pour que ça débite, mais ça c'est partout. C'est partout au Japon, que ce soit dans un métro, que ce soit dans une station de ski, que ce soit n'importe où à l'aéroport. C'est fait pour fluidifier. C'est comme les trains, quoi. Ouais, exact. Tout est
picobello, c'est ça. Tu peux pas te tromper de ligne, il n'y a pas cet effet où tout le monde essaie de se dépasser. C'est infernal, mais ça, c'est un truc chez nous, mais c'est horrible. Les gens, ils jouent des coudes, ils bougent, ils te montent sur les skis, ils t'agressent. Ça nous est arrivé quand même d'avoir une colonne à un moment donné, puis de devoir attendre. Mais... c'est hyper poli. Mais tranquille, le mec même, il va te dire, tu sais, il y aura presque trop de politesse. Vas-y, vas-y toi. Ah non, vas-y toi, c'est cool. Non, merci. Non, c'est autre chose. Enfin, l'expérience, elle va au-delà aussi l'expérience au Japon va au-delà de la neige en elle-même. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Les mecs ont un autre style, que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau de leur style de ride. Aussi rien à voir. Ouais, tu vois complètement. Pourtant, tu vois pas le personnage parce que tout le monde est encagoulé, tout le monde a des lunettes, des casques, des trucs comme ça. Tu vois pas vraiment qui y a, mais tu sais que lui c'est un japonais et lui c'est pas un japonais. Sur sa manière, vraiment sur la manière de rider. Puis, et ça c'est cool. Même les gars qui sont sur les installations, qui t'accueillent, c'est différent. Ils font attention au travail qu'ils font. Ils vont te donner ce petit coup de balai avant que tu t'assoies parce qu'il ne faudrait pas que tu sois trop mouillé. Tu vois. Tu essuies la petite goutte en haut du siège. Là, tac. Non, en haut du télésiège. Tu as vraiment l'arche qui tient le siège. Puis ils font ça vraiment machinalement. C'est ouf. Ils passent le petit coup sur le siège. Le petit coup pour pas que la goutte elle tombe. T'es invité à t'asseoir. Ils font rêver. Les mecs font rêver. Je pense que en Suisse, ceux qui s'occupent des installations, ils devraient faire des voyages comme ça pour. Ouais, un stage. Un stage d'une semaine. Ah ouais, un stage encore mieux. Tu viens, tiens, prends la balette. C'est ça. Regarde comment ça marche ici. Fais le mouvement. Ouais, c'est ça. Non, mais. Ouais, top expérience. Et ici, il y a un phénomène aussi qu'on discutait en off qui est intéressant, c'est que en Suisse et en France, en Europe, je ne sais pas si en Europe, mais en tout cas, Suisse, France et Italie, le snowboard, c'est vraiment quasiment que nous. C'est les quarantenaires, les cinquantenaires qui surfent. C'est les années 90, quoi. C'est les gars qui sont restés coincés. C'est ceux qui sont restés coincés. Et comment dire, et ici, par contre, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. C'est resté ultra hype, ultra... ici, c'est vrai. Je pense que tu as... Avant, on parlait de 80%, mais je pense que c'est trop. Mais je dirais entre 60 et 70% de personnes qui font du snowboard. Alors qu'effectivement, chez nous, les proportions sont complètement inversées. C'est plutôt les skieurs qui ont le monopole, on va dire. Ça s'est inversé. Tous ceux de notre entourage, ils ont tous switché. Moi aussi, j'ai switché un moment en ski. C'est vrai. Après, le ski s'est tellement aussi développé. Tu vois. Peut-être commencé à avoir des skis carving, après des méga skis pour faire de la peuf. Enfin, c'est sûr que c'était tentant. Puis ceux qui ont essayé, c'était tellement bien qu'ils ne sont pas forcément revenus au snowboard. Mais je pense que la qualité de la neige ici est pour quelque chose aussi. Parce que t'es quand même plus confort. Et puis la glisse est quand même meilleure sur une planche que sur deux lattes, au final. Donc je pense qu'ils font autant de snowboard parce que le terrain est propice, les conditions sont propices. Même les stations, si tu regardes, tu sens que c'est aussi fait pour du snowboard. Chez nous, nos installs, il n'y a rien qui va. Enfin, je veux dire, une arbalète, un tire-fesse, c'est fait pour du ski à la base. Les trucs que tu as sur les lifts, ça te coince les jambes. Là, c'est beaucoup plus... tu as moins de choses qui vont entraver le gars en snowboard. Non, maintenant, il y a 80%. C'est ça. Des gens qui c'est un peu plus réfléchi... c'est plus axé snowboard. Chez toi, tu sens que tu es toujours le paria. Tu vois, le snowboarder, mais depuis le début. Depuis le début, mais tu vois, ça fait quoi maintenant? Ça fait 30 ans. 30 ans, un peu plus de 30 ans. 40 pour les plus anciens.
ça n'a pas bougé. Tu vois. Chez nous, c'est resté ultra conservateur parce que t'as quand même le ski qui est un des sports national et tout. T'es quand même... Comme tu dis, c'est un tout de phénomène qui fait que ils sont arrivés au snowboard. C'est pas non plus l'influence qu'a les États-Unis sur le Japon par rapport à ça aussi. Parce que je sais pas à quel point c'est une nation de ski, à quel point, tu vois, eux aussi, je sais pas s'ils ont développé le ski... Les Japonais, tu dis ? Les Japonais aussi vite que les Européens. Alors pas aussi vite, c'est intéressant parce qu'on... T'as lu quelque chose sur ça ? En fait, on allait voir le musée du ski à Nosawa. C'est vraiment un musée qui est dédié au ski depuis la préhistoire, entre guillemets, jusqu'à l'époque moderne, on va dire. Et alors ? Et puis en fait, c'est un Autrichien qui a importé le ski au Japon, qui s'appelle, je me souviens plus comment son prénom, c'est Hannes quelque chose, et qui a vraiment appris, on va dire, aux Japonais la technique que lui utilisait de ski. Et puis il a été évidemment invité par le Japon, et il y a toute une expo qui lui rend hommage, si tu veux. Et ça, c'est dans quelles années ? Tu te souviens pas ? Faudra regarder. Je me souviens plus. Après la Deuxième Guerre mondiale. Donc merci. Ouais, alors 50, peut-être 50, les 50. Années 50. Donc ils sont un peu en retard quand même. Parce que si le ski, nous, c'était plus vieux que ça, le ski. Je pense. Je pense que les années 20, je pense. C'est ça, les vieux skis en bois, on voyait ça dans les années 20. Donc et lui, c'est le premier. Ouais. Donc ça veut dire que le temps de développement de toutes ces infrastructures s'est fait dans un deuxième temps. C'est juste. Et les Américains ont été aussi les tout premiers touristes. Enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même une grande présence américaine. Et là, il y avait quelque chose sur ça, l'influence américaine sur snowboard ou pas forcément ? Non, c'était pas... Non, c'était vraiment très ski aussi. Enfin, ça parlait pas du tout de snowboard. T'avais les premiers JO, T'es sûr qu'il n'était pas suisse, l'Autrichien ? Non, j'aurais bien voulu, mais au début, je voyais un drapeau rouge et blanc qui flottait au loin. J'étais là, c'est stylé. Ils seront une collab, une de plus avec la Suisse. On va pouvoir faire des parallèles. Puis après, j'étais là, merde, en fait, c'est un drapeau autrichien, puis je comprenais pas pourquoi. Tu rentres dans le musée, puis t'es là, ok, d'accord. Mince. D'accord, mais... Dommage. Ça va, c'est pas très loin, quoi. On est cousins. On les connaît pas très bien, les Autrichiens. Ok. Mais ouais, du coup, assez intéressant. Puis après, t'avais tout l'essor du ski. Puis les Japonais sont tellement disciplinés qu'ils ont été à bonne école avec un type. Et puis du coup, après ils volent leurs propres ailes, tu vois. Et puis ils sont tellement... c'est tellement carré. Enfin, tout ce qu'ils font, t'as vraiment... C'est ce qu'on disait, les Japonais se mettent dans une voie, une fois qu'ils ont choisi une voie, ils essaient d'atteindre la perfection en permanence, que ce soit pour la calligraphie, pour que ce soit dans les arts martiaux, les choses comme ça, tu sens que le ski, pareil, les mecs se mettent à fond, et puis je pense qu'ils ont largement rattrapé leur retard, tu vois, au final. En tout cas en snowboard, si tu regardes maintenant du snowboard... Tu dis pro ? Chez les pros ? Ouais, pro, que ce soit du big air, que ce soit du pipe, tout ce que tu veux. Les mecs en skateboard, c'est la même chose. Tu vois, ils mettent, et pourtant, ils mettent des pétés à ricains, et puis ils ont 15 ans, ils ont 12 ans, tu vois. 13, 14 et 15. Donc, ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que, juste pour le parallèle du skateboard, c'est que c'est pas du tout un pays de skateboard. T'as pas le droit d'en faire dans la rue. T'as pas de skateboarder à nulle part. Pas de parc. Il y a peu de parcs. Ouais, peu de parcs. Okay. Bon, il y en a, mais il y a peu de parcs. Ok. Mais il disait que c'était grâce à ça qu'ils étaient champions du monde. Ou champions olympiques. Parce que comme ils ne faisaient pas du street comme nous, on le faisait à l'époque, c'est-à-dire dans la rue, si tu veux, aussi skatepark est dans la rue, eux, ils faisaient que du skatepark. Donc, ils sont habitués depuis tout petit à faire que du skatepark. Donc, du coup, c'est clair, forcément. Ils avaient... Et du coup, les skateparks ont été construits tard et ils ont été faits sous les formats des Jeux Olympiques, des X Games, etc. Ça fait du sens.
parallèle un peu skateboard qui me rappelle des souvenirs. Aussi, hein. Et ouais, donc tu disais, c'était, donc toi, tu gardes vraiment une expérience incroyable, quoi, pour toi. Ouais, ça va faire, enfin, pour tout fan de sport d'hiver, de glisse, il faut absolument venir voir ce que ça veut dire. Voir ça, parce que je pense que ce soit au State ou n'importe où ailleurs où il y a des montagnes, l'ambiance sera jamais la même. Et puis... Au State, t'avais fait, toi, quelque chose? Non. Non, pas eu l'occasion. Je pense que ça doit être aussi toujours resté dans les Alpes, plutôt. Que ce soit suisse, italienne, voilà, Alpes japonaises. Française. Ouais, Alpes japonaises, là aussi. Pour le coup, mais ouais. Sinon, on parlait du style aussi. Et du style de glisse, tu dis, ou pas le style vestimentaire? Aussi. Ouais. Aussi, ils sont marrants parce qu'ils ont vraiment ce style que tu pouvais avoir dans les 90s, tu vois. Des gros baggy, des trucs méga larges. Et puis il y en a beaucoup qui font du flat, enfin tu sais, qui vont prendre pas trop de pente. Et puis qui vont envoyer des rotations à plat dans tous les sens, des presses sur leur snowboard, etc. Okay. Ça ressemble un petit peu à Express de la danse, quoi. T'as vraiment un côté artistique où les mecs rebondissent sur leur spatule et puis ils font des petits tricks comme ça à plat, ce qui est assez stylé. Pas du tout mon truc, mais c'est très très stylé à voir. Ou alors du carving. Donc plutôt des planches bien courbées. Alors, pour la piste, ouais, alors c'est sûr que les planches sont shapées pour pouvoir tourner la meilleure des manières, mais de nouveau, tu sens que les gars, ils font, peu importe leur niveau, c'est ça qui est marrant, c'est que ce soit des débutants en fait ou des mecs qui sont confirmés, tu vois qu'il y a vraiment ce souci d'exécution du mouvement qui est très présent. Alors qu'un débutant chez nous, il va essayer de pas tomber. Le débutant ici, il va vraiment faire en sorte d'appliquer ce qu'il faut pour pour tendre à un virage parfait, par exemple. Et du coup, ouais, tu vois aussi ce gap entre la manière dont on procède chez nous et leur manière à eux de faire. Et puis c'est sûr que dès qu'ils prennent du niveau, c'est hyper beau. Tu vois vraiment des virages qui sont... Ouais, parce qu'ils ont appris juste. C'est ça, ils ont appris juste. Je pense qu'ils ont appris juste. Ensuite, ils répètent, ils re-répètent, ils re-répètent, jusqu'à avoir un mouvement qui soit esthétiquement beau, tu vois. Chez nous, il y a moins de ça. J'en parlais avec ma copine, puis on se demandait pourquoi il y a... Comment c'est arrivé ça? Ouais, comment c'était possible. Puis on se disait qu'en fait, chez nous, ça descend fort, souvent. J'avais te demandé pour ça aussi. Et puis du coup, le fait de... On se demandait si le fait d'aller vite, ça pouvait être synonyme de bien rider, tu vois. Chez nous, ça va plutôt être ça. Mais dans l'absolu, c'est faux. C'est pas parce que tu vas vite que tu sais bien skier. On est d'accord. Au contraire, c'est même moins esthétique. Tu as meilleur temps d'aller moins vite, te concentrer sur ton virage, sur tes mouvements, pour laisser une ligne qui soit visuellement belle. Puis je pense que les Japonais font plus attention à ce genre de choses. Et comment dire, on va dire que les pistes et puis le terrain permet aussi de le faire parce que ça descend clairement moins fort. Ouais, j'allais te demander. Donc vraiment, les pistes sont moins que pentues. Tu trouves de la pente. Enfin, t'as certains endroits où je pense que tu peux être sur du 40, on va dire, au maximum. Ce qui fait quand même une pente qui peut être impressionnante si t'as pas l'habitude. Mais je dirais que le 70% des pistes, ça doit être à 30. Ce qui fait une inclinaison plutôt tranquille, plutôt douce, ouais. C'est plutôt vallonné aussi. Chez nous, ça descend, c'est beau droit. Ouais. Là, ça sera plutôt vallonné. Ce qui aide à l'apprentissage aussi, parce que ce qui est frustrant en Suisse, c'est que on peut compter sur les doigts d'une main une piste
de débutant. Ouais, ça va. Et puis elle est blindée, enfin, t'as tout le monde qui est au même endroit. C'est hyper stressant. C'est vrai. Et en fait, t'as pas demi-mesure. C'est soit tu t'entraînes sur cette petite pente douce qui souvent est en basse altitude, qui souvent n'a pas de neige. C'est vrai. Et direct, bam, tu vas sur le télésiège. Tu arrives sur le télésiège, bon voilà, t'es là-haut, maintenant il faut descendre. C'est ça. Ouais. Bon, on se retrouve demain. C'est vrai, t'as raison. Je veux dire, c'est vrai que là, tu peux facilement te faire une piste qui a une longueur qui est tout à fait correcte et qui pourrait être l'espace dans lequel toi tu t'entraînes qui est restreint en Suisse. Là, tu auras une longueur de piste, puis c'est sûr que ça va favoriser l'apprentissage aussi. Puis comme tu disais, tout est fait, petit télésiège. C'est clair. Ça aussi, en France, moi, je pense aussi, en Suisse, tu es direct sur des assiettes, direct sur des solutions qui, franchement, quand tu es débutant, c'est chaud. Hein. Et nous, on a appris dans une station qui s'appelle les PACO. Toi, tu as appris aussi là-bas. Moi, la première fois que j'ai enfilé un snowboard, c'était, pour la petite anecdote, c'était avec toi. Moi, j'étais à ski. Toi, tu avais un snowboard. Ah, ça, j'étais là, ça a l'air sympa ton truc, là. On était plus ou moins du même gabarit. C'était mon père qui avait commencé. Le tout premier de notre équipe, c'était mon père. Au PACO. Okay, et toi, du coup, c'était où le premier jour? C'était au Diableret? On était au Diableret, dans les Alpes vaudoises. Et puis, on était sur une piste. Moi, j'avais mes skis, je me souviens. Je trouvais beaucoup plus stylé la planche que tu avais. Je t'ai demandé si tu n'étais pas d'accord de me la prêter. Ok. Et puis, monté dessus, puis descendu. Il est descendu assez vite, mais parce qu'il y avait aussi toute l'approche skate. Ouais. Qu'on avait, glisse et tout. Toujours été un truc qui était assez fluide pour moi. Mais la première fois que j'ai mis un snowboard, c'était, c'est grâce à toi. On s'en souviendra, là on l'a enregistré maintenant. Ouais. Mais je disais, moi, alors, c'était pas snowboard, c'était snowboard aussi. Donc une toute petite station vers Lausanne, les PACO, sur le canton de Fribourg. Et là-bas, il y a une assiette qui est comme je sais pas comment on appelle ça, ces assiettes où le départ il est hyper violent. En plus, c'est vraiment une pente bien sec. Mais les envolées que tu faisais sur ce... Je sais pas, tu tombais 10 fois avant d'arriver... là où chaque virage, tu étais secoué. C'est un peu un baptême. Je crois que chaque gamin suisse... Si tu as passé le baptême du PACO... des vols de 3 mètres avant de retoucher le sol. Je suis sûr que ta copine sait aussi. Non? Ah ouais, elle était au Diableret. Diableret, c'était bien. Ils avaient déjà des jolies petites assiettes bien tranquilles, avec l'enrouleur. Là, c'était pas l'enrouleur, là. C'était le ressort. C'était perche. La perche, voilà, la perche. Et puis, c'était le ressort. Mais le ressort, il était tellement vieux qu'il servait à rien. Et du coup, t'arrivais en bout de retenue. Du truc. Puis t'étais déjà dans la pente sec. Bah, en fait, toi, tu te calais la perche. T'avais 5 secondes où tu voyais le truc se tendre. Et puis là, tu disais, je fais quoi là, non, je vais mourir. Tu regardes le truc jusqu'à ce que le machin il soit tendu à bloc, puis et tu décolles. Le truc, il était déjà à 5 mètres, puis après, forcément, tu le rattrapes, quoi. Donc, ou pas. Ou pas. Enfin, quoi qu'il arrive, tu fais 5 mètres. Après, que tu replaques sur tes skis ou pas. Si t'as encore les skis sur toi, si t'as ton snowboard encore avec toi ou pas, c'était bon souvenir. Ça, c'était des bons souvenirs. Mais incroyable. Ok. Ça, bon, je me réjouis de faire ce test japonais. T'as d'autres anecdotes à partager? On a parlé un petit peu des différences, du style, la neige. Il y a ce truc où, de nouveau, je pense que les gens sont plus disciplinés. On en a déjà parlé, mais que ce soit, on en a parlé dans la colonne, en bas des pistes. Mais aussi sur les pistes, c'est la même chose. Ah, j'imagine. Moi, je ressens pas trop ce phénomène-là parce que généralement, c'est moi qui va plus vite que les autres. Donc, t'es pas en tension, mais ma copine qui aura tendance à rider plus chill, très très bien aussi, mais plus chill. C'est vrai qu'elle me disait, c'est dingue ici, je me sens pas
je me sens pas stressé sur les pistes. T'as pas l'impression que t'as un mec qui va débouler derrière à blinde, qui va te frôler. C'est aussi parce que c'est moins fréquenté. Mais les gens restent, enfin, ils gardent une distance, on va dire, qui est sécure. Tu vois, respectueuse. Exactement. Et puis du coup, bah, tu peux aussi te lâcher dans ta ride. Parce que tu vois, quand t'es tendu, finalement, bah, tu vas être crispé. Tu vas toujours te demander si tu ne déranges pas quelqu'un ou quelque chose comme ça. Puis du coup, bah, ça fait que tu vas être plus tendu dans ta ride. Et c'est vrai que chez nous, les pistes de ski sont ultra saturées. Vraiment ultra saturées. Il y a beaucoup de monde. Pourtant, c'est étonnant. Enfin, ce qui m'a toujours un peu choqué ces dernières années, c'est que on te dit on perd de l'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Puis chaque fois que tu vas là-bas, t'as l'impression que t'as la moitié de la planète qui a été skiée, quoi. Et tous les parkings depuis mon enfance, ils ont doublé la capacité. Tous les parkings. Ouais, c'est clair. Chaque fois, quand on était gamin, l'autoroute, il y avait un bouchon de temps en temps. Maintenant, c'est tous les week-ends. C'est tous les week-ends. Alors, je comprends pas. Je dis soit. J'ai un peu de peine à. Bon, si, j'ai compris aussi que tout s'est concentré sur certains jours. Ouais. Et puis comme il neige moins, bah, du coup, ça se concentre sur 2 mois. C'est janvier-février. Si on fait janvier-février, ça fait 8 week-ends. Il y a 3 week-ends où il fait beau. Tu as la moitié de la planète qui est, c'est clair. Qui est là-bas. Et... Il y a aussi eu le phénomène Covid. Je pense on était un des seuls pays, je crois, en tout cas en Europe, où les stations de ski n'étaient pas fermées. C'est juste, ouais. Contrairement à tous les autres pays autour de nous. Ce qui fait que les gens n'avaient rien... Enfin, ils n'avaient plus réellement d'activité du coup, à dispo. Il y a eu un espèce de regain. D'ailleurs, le prix de l'immobilier en montagne a explosé parce que les gens se sont dit il faut qu'on essaie de sortir des villes, qu'on aille prendre l'air. Ceux qui ont les moyens ont acheté des appartes, beaucoup de chalets aussi. Et puis le prix de l'immobilier a grimpé en flèche. Puis la fréquentation, enfin, même ceux qui n'ont rien acheté, donc tu vis à 45 minutes, 1 heure des stations de ski. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Il n'y a rien à faire, on monte, on va skier. Et ça, c'est pas vraiment des amplis. Je pense que les gens ont pris goût, tu vois, ont repris goût au ski. Et puis du coup, bah voilà, c'est vrai que le phénomène, il est resté stable et la fréquentation depuis quelques années est vraiment extrême, quoi. Du coup, tu as plus tendance à essayer de sortir un petit peu des pistes maintenant. Tu as beaucoup de gens qui se sont mis à la peau, que ce soit ski, pot de phoque ou avec une splitboard. C'est snowboard qui te sépare en deux. Tu mets des pots dessous et tu peux monter, tu rattaches ta board en une seule pièce pour la descente. Les gens essayent de trouver voilà, un peu de calme parce que c'est vrai que... Moi j'avais hésité avant les enfants et tous mes potes faisaient de la peau de phoque. Moi j'avais hésité aussi parce que top dans la peau de phoque, c'est qu'en fait tu t'étais calé sur rien. Tu payes pas ton abonnement. Tu pars le matin à l'heure que tu veux. Tu rentres avant les bouchons. Tu t'es fait une belle journée, une belle montée. Tu t'es bien dépensé. C'est vraiment une autre approche. Ouais, une philosophie complètement... Même si tu montes à côté des pistes, même si tu montes dans des zones balisées, tu n'es pas obligé de faire du ultra freeride. C'est ça. Et moi, je trouve vraiment le mood... J'étais à 2 doigts de passer à ça. Ouais, c'est clair. Parce que j'avais plus envie de te retrouver. Pourtant, j'étais un grand rider. J'ai beaucoup ridé dans ma vie. Mais avec les années où j'ai été vraiment dégoûté, c'est t'arrives, samedi on y va, on prend la board, t'arrives, parking plein. Tu payes 64, 65 francs la journée. Tu montes... 10 ans, ça. Ah, encore, c'est quoi 75 ouais, c'est ça, plutôt à 75. Non, mais 60 et quelques, c'était si tu restais dans si tu prenais pas tous les ports du soleil, ou tu prenais un peu...
Je crois au Diableresse, tu restais sur Maerès, je crois pas que c'est tant augmenté que ça. Les prix ont augmenté, ouais. Mais tu payes, allez, 70, 75. Tu fais ta journée et tu es toujours en train d'attendre, tout le temps. Tu arrives en bas, c'est infernal. Je dis... ouais, t'as plus de plaisir, en fait. Enfin, ouais, moi j'ai perdu le plaisir. J'ai clairement perdu le plaisir. Il faut pouvoir trouver des alternatives, puis la peau, c'est cool. C'est cool. Après, c'est sûr que tu as ce côté dangereux, enfin, quand même plus exposé que sur une piste. Donc après, il faut aussi avoir le matos, il faut aussi pouvoir être formé. Et toi, tu as fait tout ça? T'as fait... Ouais. Okay. Ouais, c'est des trucs... c'est minimum je pense vital, que j'ai l'impression que du moment que tu sors un petit peu des sentiers battus, c'est vraiment le minimum. Et encore... Et même ça, même si tu es formé, même si tu as tout le matos qu'il faut, c'est un petit peu la montagne qui décide. Toi, tu vas peut-être pouvoir mettre un max de chance de ton côté pour qu'en cas de pépin, tu puisses essayer de faire quelque chose pour ton pote qui est sous une avalanche, par exemple. Mais c'est vrai que tu pourrais presque qualifier ça de sport extrême. T'as pas l'impression quand tu y es, parce que généralement en fait la montagne tu peux pas la lire comme l'océan par exemple. Tu la vois ultra calme, tu vois que c'est une journée qui est magnifique, t'entends pas un bruit, t'es dans ton truc et tout à coup c'est dramatique, ça lâche et puis ça devient l'enfer. Donc en fait t'as quand même ce côté qui est comme je disais, si tu fais un parallèle avec l'océan, où tu vas voir les ondulations, tu vas voir qu'il y a des courants. Là, c'est d'autant plus important d'être prêt parce que tu vois pas forcément le truc arriver. Tu n'arrives pas forcément à lire. Ouais, alors, faisant un parallèle à l'océan, comme j'ai fait les 3 sports, skate, snowboard et surf, le truc qui m'a toujours choqué en surf, c'est que c'est le seul sport où moi, j'arrivais pas à lire. C'est-à-dire, c'est long, tu passes des heures dans l'eau. Le snow, tu vois où tu vas. Oui. Le skate, tu vois où tu vas. Tu te lèves, tu pars. Il y a pas de. Va. Mais en surf, je comprenais rien. Je voyais pas où étaient les vagues. Bon, ça c'est un autre topic, mais ça me rendait dingue que j'arrivais pas à lire l'océan. C'est clair. Mais c'est encore autre chose, effectivement. C'est encore un autre mood. Mais oui, sécurité, c'est hyper important. Hyper important. Et puis pas se croire au-dessus se croire au-dessus de l'élément, penser qu'on maîtrise. Tu maîtrises rien en réalité. Tu as des outils, avec ton expérience, tu pourras avoir une appréciation de la montagne, mais si tu sens pas le truc, ça sert à rien d'aller pour faire une image incroyable, pour faire ceci, pour faire cela. C'est non. Et c'est c'est comme toujours, c'est quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise que des fois c'est là où... Exact, où tu pousses... c'est souvent les gens expérimentés, tu vois, parce que tu es là, ça a toujours passé, ça a passé 10 fois, puis la 11e, tout à coup, ça passe plus. Et puis le matos, c'est de plus en plus performant aussi. Le matos de base, c'est une pelle, une sonde, et puis un détecteur d'avalanche pour retrouver ton copain, ta copine. Mais aujourd'hui, tu as aussi des sacs avec des airbags derrière que tu peux enclencher, qui vont te permettre de rester en surface de l'avalanche si tout à coup ça te fait partir. En fait, tu prends du volume, puis au lieu de couler sous l'avalanche, tu vas rester un peu en... Mais en fait, le fait que ta sécurité soit toujours poussée, plus va faire que tu vas prendre aussi plus de risques. Donc en fait, il faut toujours jauger ça. Puis c'est vrai que quand tu as un sac à airbag sur toi, tu vas tenter un truc que tu n'aurais peut-être pas fait si tu ne l'avais pas. Puis du coup, tu flirtes toujours avec cette limite. C'est là où il faut, comme je disais, faire attention et puis être super humble. Pas hésiter à rebrousser chemin, revenir. C'est pas grave, ça fait vraiment partie du truc. Même des fois, tu peux aller au spot, tu regardes la face, puis t'es là, ouais, non. En fait, ça le fait pas. Parce que trop soufflé, parce que si, parce que ça, parce que l'exposition, elle est pas bonne, ou c'est pas comme toi tu pensais. Et puis même si tu pars, pas avoir peur de t'arrêter à la moitié du truc, c'est pas grave, t'as pas fait le sommet.
les conditions en montagne, elles changent aussi. Tu vois, il peut faire beau, il peut faire ultra beau maintenant, et puis dans 10 minutes, tu vois plus rien, tu vois plus où il est ton pote, tu n'arrives plus à lui parler parce que le temps il change, et il y a beaucoup de gens qui se font piéger. Encore là, ces dernières années, il y a eu beaucoup de morts. Puis des mecs qui en font, tu vois, de la montagne. Mais voilà, par excès d'ego, par des fois aussi, tu penses que ça va jouer, que tu vas pouvoir pousser, que tu vas y arriver. Non, il faut pas. C'est mieux pas de jouer. Trop jouer avec ça. Trop jouer à ça, ouais. Et là, pour clore un petit peu la partie neige au Japon, tu avais une autre anecdote qui te vient à la tête? Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, il y a une petite dernière là qui mérite quand même. Vas-y, partage. On parlait de backcountry, enfin du fait d'aller faire de la peau et puis de sortir un petit peu à des sentiers battus. Il y a des stations au Japon qui sont appelées Ghost Resort. C'était des stations... c'est des stations qui sont plus entretenues, qui ont fermé. Parce qu'en fait, dans les années 90, fin des années 90, il y a eu un boom du ski, justement, au Japon. Et il y a eu énormément de stations qui sont sorties de terre parce que la demande était là. Et puis, l'engouement est redescendu. Et puis, tu as des stations qui ont été complètement abandonnées. Et voilà, aujourd'hui, tu vois les vieux bâtiments qui sont sous la neige, tu vois les vieilles installs, etc. Puis, en faisant des recherches sur Google, on a réussi à spotter ces anciennes stations, puis on s'est dit, bah cool, on va voir les bâtiments qui ont vraiment été laissés tels quels, quoi. T'as encore tout dedans. T'as fait des photos? Les choses de ski. Ouais, on a nous 2 photos. On a fait nous 2 photos. L'idée, c'était du coup d'arriver sur cette station, puis de monter le long des installs, et puis voilà, tu vas te faire du freeride aussi un petit peu de cette manière-là. Mais ça a été de courte durée, parce qu'en fait, on a set up nos splits, on est parti, on a le matos, il faisait beau, on était content, machin. On a fait 100 mètres, 200 mètres, à plat, on n'a même pas commencé à monter. Puis tout à coup... mais je regardais un petit peu autour de moi, il y avait 1 ou 2 traces, donc j'étais là, ok, il y a des gars qui sont descendus là. Puis au loin, on voyait des traces qui s'étaient stoppées net, qui s'étaient stoppées net dans la descente, donc des traces de descente. Et puis, je sais pas, peut-être à 50, 100 mètres avant d'arriver sur le plat. Et puis, on a vu des traces de montée. Donc les gars qui sont remontés. Ok, bizarre, mais pas impossible. On continue, on se balade et tout, puis tout à coup, je tourne la tête, puis je fais « Oh putain !» Je me suis dit, je dis à ma copine, je lui dis « Il y a un loup là-bas. » Et puis elle regarde, et puis elle est là « Ouais, putain, c'est un loup, des oreilles. » Vraiment, le shape du loup, le plastron devant là, blanc, le truc noir et tout. Puis du coup, petit coup de stress, moi je lui dis « Ah, mais ça va, on va l'esquiver, on va monter, on va pas l'emmerder. » Mais vraiment, le truc, il était posté, il lâchait pas l'affaire. Il me regardait, il bougeait pas. Puis après, c'est vrai qu'elle me disait, ouais, mais imagine. Et puis on regardait un petit peu au sol, puis on voyait d'autres traces qui ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Ouais, à des empreintes de loup, quoi, finalement. Puis elle me disait, ouais, mais t'imagines si on monte et puis le machin, il nous suit à distance, puis qu'après, j'en sais rien, il appelle ses potes et puis il nous mange tout cru, tu vois, espèce de parano, ouais, tout à coup. Puis là, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, c'est peut-être pas ouf. Du coup, bah voilà, c'est ce qu'on disait avant. Là, en l'occurrence, il y a eu un élément qui nous a fait dire, bah, on n'y va pas. Ouais. Alors qu'on voulait faire ce truc, tu vois, on voulait avoir des images. T'as pas forcé, quoi. J'ai pas forcé, c'était pas le terrain le problème, mais c'était en l'occurrence un peu potentiel meute de loup. Moi, j'en sais rien, je suis pas chez moi. Il y a peut-être des loups ici, ils sont peut-être la surdalle parce qu'il y avait 4 mètres de neige, tu vois. Ça ferait peut-être bien un petit steak de gaijin, tu vois. Pourquoi pas. Et puis du coup, bah, on a rebroussé chemin, puis on a fait exactement ce que tu as dit. On est retourné vers un resort, on est monté en bout en bord de piste, ensuite on est allé un petit peu plus loin, puis on s'est fait plaisir comme ça. On revient le soir, et on débarque dans un resto, et le mec nous a demandé comment s'était passé la journée et tout, puis on lui a dit, ah, c'était stylé, machin, on a vu un loup.
Puis le gars, il se marre. Et puis il fait, ah ouais, t'es sûr? Je te dirais 100%, mec. Oui, Regarde la photo. Puis il me fait, non. Il me fait, comment il appelait ça? Kamoshka? Kamushka. Puis il me fait, it's a goat. Puis j'étais là, mais quoi? Pas du tout. Enfin, je veux dire, je vois ce que c'est un bouquetin, enfin, je vois ce que c'est une chèvre, tu vois, à la limite. Non, tu vois, c'était un loup. Puis je zoome dessus, puis je dis, regarde, c'était un loup. Puis il me fait, non, Kamoshka. Puis du coup, on a cherché... Kamushka sur Internet. Exact. Et puis c'est effectivement une espèce de chèvre sauvage qui devient grise, apparemment en hiver, et puis qui est quand même ultra balèze. Enfin, ça peut faire jusqu'à 130 kilos. Donc, il charge, on ne sait pas. Il y a eu des accidents. Non, je crois que ça charge pas forcément. Ça va te regarder. T'es pas chez toi. Ça va te regarder intensément parce qu'apparemment c'est quand même hyper territorial. Mais voilà. Mais du coup, c'est un petit peu l'anecdote fun. On n'a pas pu faire notre truc à cause d'une chèvre, tu vois. Il va falloir revenir, en fait. C'était fort, je te ferai pas avoir. Incroyable. mais c'est vrai que tous les gens à qui on a envoyé l'image, ils étaient là, non, mais sérieux. Enfin, ça ressemble vraiment. Ouais, d'ailleurs, si tu tapes sur Internet, tu vois, tu peux t'y méprendre. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça. Tu me l'as montré, je me serais fait avoir, pas comme toi. Je veux dire, et d'ailleurs, quand je mettrai des images en lien... comme tu dis, tu m'as montré aussi les images de cette chèvre. Elle ressemble pas à une chèvre. Ça ressemble effectivement plus à un mix loup-chèvre qu'une chèvre qu'on a chez nous. Exactement. Trop bien. Pour clôturer le chapitre. Super anecdote. Sympa. Ouais, c'était cool. Merci. Si tu acceptes, tu m'enverras quelques images. Et, ouais, à fond. Je mettrai un lien. Grand plaisir. Je partagerai ces 2-3 images. J'aime bien dans les podcasts quand tu les écoutes, ces histoires. Moi, j'aime bien aussi aller chercher, tu t'imagines dans ton imaginaire. Mais t'es quand même content de voir de quoi on parle concrètement. C'est quoi cette chèvre, tu vois? Ouais, alors, cette chèvre, il faudra mettre le lien Google. Je mettrai le lien. Ta photo, si tu acceptes, et le lien de la chèvre. La chèvre en question. La chèvre en question. Sur Wikipédia. On fera ça. Ok, ça fait déjà 1 heure qu'on tourne. Pour pas trop traîner sur la deuxième partie que je disais, la partie business. Ouais. Si t'es d'accord, on fait juste un petit aparté sur ça. Donc toi, tu avais débuté à 20 ans. Et ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment tu as réussi à scaler, donc à faire grandir l'entreprise. Sachant, par exemple, moi, où c'est vraiment mon challenge ici, c'est que moi, j'arrive, et comme toi, un peu à 20 ans, sans contact, j'ai une idée, j'ai un service. Alors, la différence avec toi, c'est que moi, j'ai déjà un service établi, avec des équipes, avec l'expérience. Mais par contre, pour tout le reste, je pars de zéro. Et par exemple, j'ai commencé à faire du cold email, les emails froids, commencer à essayer de démarchage et tout ça, mais c'est vraiment chaud. Et je voulais savoir un peu de toi, comment, même si ça date déjà d'un petit moment, comment tu m'avais raconté une anecdote une fois qui était excellente. Tu m'avais dit que avec ton papa, tu t'étais entraîné à téléphoner, à améliorer. C'était quoi? T'améliorais ton discours pour être le plus... Ouais, exact. C'est sûr que si tu appelles au téléphone, tu vas être confronté à, on va dire, à certaines barrières. Et puis l'idée, en fait, c'est de ne pas accepter la barrière, finalement, c'est de bypasser ça avec un argument qui te permettra d'aller de l'avant. Donc, effectivement, c'est vrai que l'entraînement, t'as souvent une première barrière qui est la personne le call center, qui va filtrer parce qu'on lui a dit non, je prends personne, ou pas de démarchage ou de trucs comme ça. Puis du coup, c'est là où toi, tu dois être un petit peu smart et puis redoubler d'ingéniosité pour pouvoir passer à l'étape 2
et puis faire en sorte que la personne veuille bien te prendre ou te rappeler à un moment donné. Puis bon, moi je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails de quoi, comment, mais ce qui est certain, c'est que plus t'en fais, mais plus tu vas être sharp. Plus tu vas être aiguisé, et puis tu vas pouvoir passer. Donc oui, moi je m'entraînais... en fait, je me disais, je préférais me griller auprès de mon père que vers des potentiels prospects que j'ai envie d'appeler. Parce que si le gars t'a dit non, puis qu'il t'a dit non une fois, deux fois, trois fois, puis que t'insistes, ça va être problématique. Tu risques d'énerver la personne ou le prospect en question, ou la personne qui va te répondre au téléphone. Donc, c'est vrai que tu as meilleur temps de t'entraîner, ça peut être avec n'importe qui, hein, avec un pote, avec ta femme, et puis de la mettre dans... Elle est dans la position de la personne qui voudra pas te passer, la personne avec qui tu as envie de parler, puis qui fera tout pour dire non, puis toi tu t'entraînes à avoir les bons arguments pour bypasser... pour pouvoir passer. Mais ça c'est vrai que c'est tout un art, mais c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui, je pense. Le démarchage téléphonique, les gens, en tout cas chez nous, ils en ont... Ils veulent plus rien savoir. Les emails, c'est presque pire, je trouve. Tu parlais de call d'email avant. C'est des trucs... Il y a trop. En fait, on est submergé d'emails, on ne connaît pas, on ne sait pas qui t'es. Enfin, je veux dire, on reçoit un mail d'un gars que tu ne connais pas, tu vas l'effacer, tu ne vas même pas le lire parce que tu as d'autres trucs plus urgents à faire. Et je suis le premier à le faire. Alors maintenant, je réagis différemment quand je reçois un mail alors j'imagine quand je te dis, à la place du type. Je fais quand même répondre. Je vais quand même regarder. Exact. Alors ça c'est cool. C'est quelque chose qui mange pas de pain de dire non, ça m'intéresse pas, mais au moins effectivement tu as une réponse. Puis toi, ça t'évite d'avoir 15 emails du mec qui te relance aussi. C'est ça. T'as meilleur temps de lui dire merci, je prends note. J'ai pas besoin du service pour le moment, mais pas de problème, je penserai à vous en temps voulu. D'accord, meilleur temps de faire ça. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui peut s'appliquer au Japon, j'ai des doutes. Mais si tu as vraiment envie de rentrer dans une compagnie ou d'avoir un rendez-vous avec la personne en question, c'est d'y aller. Enfin, c'est d'aller, toi, sur place, d'aller te présenter. Et moi, c'est ce que je faisais à l'époque où j'avais mon agence. Je voulais travailler avec une compagnie aérienne, on va dire, pour pas la nommer. Tous les bureaux des compagnies étaient à l'aéroport de Genève. J'allais à Genève. J'allais sonner en bas. Souvent, tu rentres même pas. Il se passe rien. Et puis parfois, tu arrives à rentrer. Et puis, tu as un premier refus, puis tu as toujours la même personne qui te voit débarquer. Puis moi, j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que, tout à coup, tu sais pas... Alors, je faisais pas une fixette sur cette compagnie en question, mais quand j'étais à Genève, voilà, j'allais, des fois, je m'arrêtais. Je suis dans le coin, j'aimerais voir tel et tel directeur marketing du truc. Ah non, vous êtes qui? Non. Et puis, c'est 3-4 fois non, mais quand on te voit physiquement... Puis qu'on voit que tu as l'air sympa, tu vois. Et puis que la secrétaire, elle a pris de la peine pour toi, tu vois, quand elle te voit, elle est là, putain, mais le gars, lâche pas l'affaire. C'est la 10e fois je vais peut-être quand même... Alors, c'est sûr qu'il faut pas y aller 10 fois en 3 semaines, tu vois. Non, c'est souvent du boulot de longue haleine. Sur c'est quoi, 6 mois? T'as fait quoi? Ouais, ça m'a peut-être pris entre 6 mois et une année de décrocher le rendez-vous avec le gars. Avec le directeur marketing en question à l'époque. Mais je pense que tu fais vraiment la différence d'y aller physiquement, en fait, parce que très peu de monde le fait. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Et puis justement, moi, mon père qui était dans le business aussi, m'avait pas mal coaché avec ça. Et puis déjà à l'époque, quand je le faisais, j'allais un peu à contre-courant. Parce que plus personne le faisait. Mais en fait, c'est parce que plus personne le faisait que tu fais la différence.
Tu vois, ce que ton call d'email, c'est quoi la différence avec les 120 000 calls d'email que tout le monde envoie? Il n'y en a pas, tu vois. Non. Le fait de te pointer, c'est pareil si tu cherches du taf. Sauf si tu vas toi physiquement, ben voilà. 9 gars sur 10, ils ont envoyé leur CV, toi tu la portes en main propre, tu te montres. Tu vas de toute façon te démarquer d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de clients que je rêvais d'avoir, que j'ai eu par ce biais-là. Le fait d'y aller, toi-même de bouger. Après, tu as dit un truc très juste, et puis c'était d'ailleurs la première chose que tu as mentionné, c'est les contacts. Enfin, c'est le réseau. Ça, c'est sûr que... Tu peux pas faire... Tu non, peux pas entrepasser ça. Non, et puis ce que tu fais, c'est juste, tu vois. Tu vas avoir des groupes de personnes. Alors, en off, tu m'avais cité les expatriés, par exemple. C'est un réseau comme un autre. Tu vas voir ces gars-là, tu causes. Ces mêmes mecs vont te faire rencontrer des gens peut-être locaux ou XY qui travaillent dans telle compagnie. Puis c'est finalement comme ça. En y allant de visu, on doit te voir. Je pense que c'est important aujourd'hui de faire un message via LinkedIn. C'est tellement impersonnel. Les gens ont tellement de boulot à faire que voilà. Alors oui, tu as l'impression que ça va te prendre moins de temps, tu vois. Puis tu as des mecs qui te disent non, mais aujourd'hui avec l'IA, tu peux faire. Oui, je dis pas qu'il faut pas utiliser ce canal. Je pense que l'important aussi, c'est de faire du multicanal. Oui, tu fais de l'email, tu fais de la newsletter, tu vas dans des after-work à droite à gauche, tu vas faire du réseautage, tu te bouges en direct, puis en plus ça fait du bien de sortir du bureau, souvent, parce que si tu passes la demi-journée à envoyer des calls d'email, enfin je veux dire, tu es en dépression, tu vois, personne te répond, toi tu as l'impression que personne ne t'aime, c'est chiant. Donc des fois de casser ce rythme, sortir avec ta mallette, ton machin, ça peut même être dans un café, t'en sais rien, un resto, mais le fait de croiser du monde qui sont, là en l'occurrence dans le business ou autre, souvent ça débloque aussi le reste, parce que toi tu sors, tu te remets dans un bon mood parce que tu as vu des gens, puis comme par hasard quand tu reviens au taf, y a un gars qui a répondu à ton email. C'est un petit peu toute une dynamique, je dirais, à mettre en place. Et puis la manière dont toi tu te sens aussi, va faire que les choses vont se passer en bien ou en mal en fonction de ton mood, en fait. Alors c'est vrai que le call d'email, j'ai remarqué, ça on me l'avait dit plusieurs fois, que dès du moment que tu n'as pas un réseau, le réseau améliore beaucoup ton call d'email, parce que tout d'un coup, si tu viens, puis je dis « Ah, c'est Luca qui m'a... » Là, tu passes de 0% ou de 10%, le taux de réponse à 90, à 90. Clairement. Mais c'est vrai que le fait de dépasser, je n'avais pas vu ça sous cet angle-là, cette manière-là. Parce que... ça peut juste être laisser quelque chose, tu vois, une plaquette, surtout que nous, on a une carte. En plus, tu as du matos, et puis vous avez des belles choses à montrer, ce qui n'est pas tout le temps le cas, tu vois. C'est ça, quand tu as quelque même chose pas un à flyer vendre. moche, tu vois, on a vraiment une belle brochure. Et puis c'est esthétique, et puis tu as vraiment ce côté qui est visuellement beau, tu vois, tu as quelque chose à laisser. Et puis ça sera toujours plus facile de les rappeler après coup. Ah oui, je suis passé, je vous ai déposé, j'ai déposé ça à l'intention de machin. Est-ce que je peux... ah oui, ok, il est venu. Donc, tu vois, même si c'est pas la personne qui t'a accueilli, elle va dire, ok, le gars, il est venu, il a déposé ça, effectivement. Il connaît peut-être il connaît la personne, il faut que j'informe cette personne. Et t'optimise un petit peu tes chances de passer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident de... C'est pas évident auprès de ceux... J'ai remarqué auprès de ceux où il n'y a pas un alignement hyper clair. C'est-à-dire ceux qui sont dans un créneau comme le tien et qui ils sont hyper intéressés par ce que tu fais, là ils répondent tout de suite. Là ça accroche tout de suite. Tu envoies par LinkedIn, tu envoies par email. De n'importe quelle manière, tu vois que direct tu décroches un rendez-vous. Et celui qui n'a pas un alignement direct parce que je sais pas, le bon moment parce que... Ouais, ou par exemple, ça peut être un exploitant d'hôtel, puis il est dans son exploitation de son hôtel, ou un agent immobilier, il est dans son... il est dans le daily business, puis il n'a pas forcément il voit pas le temps. Il voit pas l'alignement entre son client et le service qu'on peut proposer et l'aide qu'on peut lui amener.
Ouais. Et après ça, c'est un facteur qui est aussi hyper important, qui est pour moi le facteur, ce que tu cites là, c'est le timing. C'est le fait, tu vois, d'arriver au bon moment, au bon endroit, ça prend du temps. auprès de la bonne personne. Des fois, ça passe, mais quand ça passe, si tu le fais comme ça, c'est presque de la chance. Alors que si tu arrives justement à mettre en place toutes ces choses, à multiplier tes canaux d'acquisition, etc., bah, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour que ça morde aussi à l'hameçon. Mais ouais, un tip, je dirais, de faire du multicanal, c'est hyper important. Peu importe ce que tu fais, que ce soit dans ton démarchage, dans ta communication, ça sert à rien de te concentrer que sur une chose. Je pense que c'est vraiment en multipliant les canaux de com, les canaux de démarchage, que tu vas faire que ça va mordre à l'hameçon à un moment donné. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas fait Enfin, moi, j'étais déjà multicanal, mais j'avais pas pris le canal de tester sur place. Ouais, et c'est vrai que ça c'est cool. Je sais pas si ça peut le faire au Japon. Enfin, ça serait de toute façon à tester. Au pire, on va dire non. Enfin, c'est le pire qui puisse t'arriver. De toute manière, je vise pour le moment pas l'entreprise japonaise. Donc déjà, je vise des entreprises ou des personnalités ou des gens qui ont besoin d'aide avec des gens comme des entreprises comme la nôtre qui sont déjà multiculturelles. Ouais. Donc ils vont pas. Ok. Je vais pas débarquer chez Mitsubishi pour les nommer ou Toyota. Bonjour, tu vois. Pour moi, c'est plutôt je vais débarquer dans une marque d'hôtel XYZ. Bonjour, j'ai rencontré cette personne. Avec des standards qui sont. Qui sont internationaux, exactement. Ils parlent tous anglais. Qui auront fait tous la même école hôtelière, où tu seras plus ou moins aligné, on va dire. C'est ça. Pas trop. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça sous cet angle. Et, à tester. À tester parce que, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand la différence qu'il y a entre en Suisse et ici, on s'entraide beaucoup entre expats. Ouais, j'imagine. Et c'est un peu les coups c'est le cas. Les Italiens, c'était comme ça. Et mon papa m'a dit une fois, tu vois, c'est marrant, ton grand-père, lui, quand il a développé son business, c'était qu'avec des Italiens. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que je ne voyais pas ce revers ou cette approche dans ce sens-là. Du coup, j'essaye d'aller aussi un petit peu dans ce sens-là. Mais j'ai aussi rencontré des potentiels clients de Japonais qui sont très attirés par, ou que leur clientèle est très internationale, tu vois. Pas forcément ciblé japonais. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ce côté aller essayer d'accrocher. Vas-y, tu seras surpris du résultat, tu verras. Je pense que je ne l'avais pas vu sous ce sens-là. Ça demande de la préparation, et puis ça demande un peu de courage, entre guillemets. Maintenant, avec l'âge et l'expérience, le courage, ça me fait moins peur. C'est plus là, la petite dose de courage que j'ai besoin, c'est quand tu arrives dans le front desk et puis que là, tu vois, c'est un Japonais. Puis là, tout d'un coup, il te dit « Non, je ne parle pas anglais. » Puis que toi, ton japonais, moi, c'est su tous les jours. J'ai pas le niveau de japonais... ce qu'on appelle keigo, bien sûr. poli. Je suis là pour... Mais ça peut être un atout aussi, tu vois. Parce que la personne va se dire, attends, le mec, il est en train de parler une langue qui est... Enfin, même pour moi, c'est une galère. C'est difficile parce que tu as 4 systèmes d'écriture, parce que, comme tu dis, tu as des niveaux de politesse. Le gars, il arrive, il parle pas bien là. Du coup, je pense qu'il va mettre de côté, tu vois, toute cette partie très formelle. Puis il va se dire, putain, quand même, le mec, il vient dire non. En japonais, peut-être, il en plus japonais, il fait l'effort. Tu vois, ça peut aussi... ça peut aussi... ça peut vraiment être un atout aussi, au final. Moi, je l'ai perçu toujours comme ça. C'est que ici, j'essaye de tourner le fait que je suis étranger au Japon et qu'il y a peu d'étrangers au Japon. Pour moi, j'essaie de le tourner comme une force c'est ça, et pas comme un... pas forcé, tu vois. Et là, je pense que c'est le seul moyen que tu as pour réussir quelque chose. Et puis le podcast, pour moi, le deuxième canal, j'ai rajouté un canal qui n'existait pas. Et pour moi, c'est ce canal-là, c'est le podcast. L'idée, c'est que quand j'invite des gens, ils vont garder un souvenir ici. Et je pense que c'est un souvenir qui vont les marquer pour longtemps.
Et du coup, tu n'es plus la personne que j'ai rencontrée une fois, mais tu es la personne avec qui tu as échangé des moments forts. C'est comme le Hansen. Voilà, c'est comme le Hansen. T'amènes quelqu'un dans le Hansen, c'est fini, quoi. Ah bah c'est sûr t'as que t'as une autre approche de l'autre. Très cool d'ailleurs l'expérience. Mais c'est vrai. Aussi, je veux dire, c'est des expériences c'est vrai, ça, je comprends qui marquent et que il sait que s'il y a une boîte qui fait de l'architecture d'intérieur, s'il est passé dans ce podcast, même si la personne n'est pas forcément en lien direct avec mon business, s'il a quelqu'un qui est dans ce lien-là, bien sûr. Il va plus facilement se souvenir de toi que l'expérience en lui-même, que... non, mais c'est ça, c'est ce côté recommandation dont tu parlais aussi avant, qui est ultra important. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens qui ont ce réflexe-là, par exemple, mais quand tu vas démarcher une personne avec qui tout à coup ça s'est bien passé, puis qu'il y aura deal, en fait, il ne faut pas te contenter du deal. C'est peut-être de dire, une fois que tu as délivré le job et que le gars est satisfait, c'est merci pour la collab. Qui est-ce que je peux aller voir de votre part maintenant? Mais ça, c'est un truc... Enfin, c'est un classique, tu vois, mais c'est souvent tes classiques, tu les oublies, et tu n'as plus ces réflexes. Et ça t'ouvre des portes. Ah, mais oui, pas de problème, il faut appeler machin qui bosse là-bas. Je le connais bien. Et puis ça fait toute la différence. Là, tu n'es plus un code email. Là, c'est lui, c'est ton pote qui m'a dit j'appelle de la part de monsieur machin. Il m'a dit que ça pourrait être intéressant de nous rencontrer. Est-ce que vous avez un peu de temps pour un lunch? On se voit, je me présente, on fait connaissance. Basta, ça s'arrête là. C'est cadeau. C'est vraiment du pain béni. Donc, pas hésiter avec ça, même dans les clients que tu as déjà, tu vois. De les appeler, comment ça va, machin, cool, ok, je suis en train de faire du démarchage, qui je peux appeler de ta part? Peut-être qu'il ne saura pas tout de suite, mais qu'il va y réfléchir, puis ouais, maintenant que tu le dis, appelle-lui, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Tout ça, c'est des petits trucs, c'est des petits trucs qui optimisent ton démarchage, en fait. Parce que moi, dans l'entreprise, et depuis le début du développement de l'entreprise aussi en Suisse, on ne faisait jamais de démarchage. On avait toujours trop de boulot. Et en fait, on a eu une chance organique incroyable. Très bon problème. C'est que la chance organique incroyable, c'est que, bon, je pense que mon chef a provoqué aussi cette chance, en partie. Mais l'autre partie, c'est que chaque fois, un client partait d'une entreprise A à l'entreprise B. Du coup, on gagnait l'entreprise B parce qu'il était content de bosser avec nous. Puis si l'entreprise A ne voulait pas changer. Du coup, on a grandi l'entreprise. C'était exponentiel. Exact. Mais l'inconvénient, c'est que tu te retrouves à un moment donné dans une zone où tu peux plus sortir, parce que si le client A et le client B, ils bougent plus, tu peux plus faire vraiment d'acquisition. Non, t'as plus d'acquisition. Mais de nouveau, c'est pour ça que on revient toujours à cette histoire de multiplication des canaux. Ça, c'est le top, tu vois. De pouvoir faire de l'acquisition par référencement parce que la personne change de boîte. Et puis qu'elle arrive à t'introduire dedans, c'est top, mais tu as tout l'à côté encore qu'il faut faire. Aujourd'hui, tu peux faire de l'acquisition à travers Google aussi. Google Ads, très, très facilement. Enfin, très facilement. C'est pas facile, mais on va dire qu'avec un budget qui ne soit pas trop élevé, il faut beaucoup tester. Il faut tester tes annonces. Il faut comprendre... quels mots-clés les personnes recherchent. Et en ce qu'on appelle A/B testant toute une série d'annonces, au final, tu vas voir laquelle performe le plus. Et puis, tu vas garder celle qui performe le plus. Et tu vas pouvoir faire de l'acquisition de cette manière-là. Les gens vont cliquer sur ton annonce. Et une fois qu'ils auront cliqué sur ton annonce, ils vont tomber sur un site. Le site doit être optimisé aussi pour que la personne retrouve l'information dont elle a besoin. Et ça ne doit pas être le bourbier, ça doit être clair, précis. Ok, demander une offre, c'est là. Un formulaire de contact, bam, ça envoie. Ça doit
doit être rapide. C'est du boulot d'optimisation qui est long au début. Mais une fois que c'est enclenché, c'est une machine à leads. Et puis aujourd'hui, je pense que 9 personnes sur 10, elles ont besoin d'un service, elles vont aller aussi sur Google. Il y aura tout ce qu'on a dit avant. Tu auras la recommandation, tu auras tout ce que tu veux, mais le réflexe premier, ça va être Google. Taper les mots-clés, le machin, ok. Ah, ok, ils ont fait quoi? Ils arrivent sur ton site, ok, le site a l'air clean. Quelle référence? Hyper important. Ok, cette référence, ils ont déjà taffé avec ces gars. Boum, tu scrolles, tu arrives en bas, formulaire de contact. Et puis voilà, c'est un petit peu de cette manière-là aussi que. Enfin, la tendance va dans cette direction-là, je dirais. Ce qui est vrai. Oui. Et puis ouais, ce qui est testé, c'est ce qui est validé. C'est aujourd'hui, si le boulot est bien fait, oui, tu as investi 20 000 francs dans du Google Ads par année, mais tu vas peut-être en retirer 100, tu vois. Tu vas peut-être retirer 100 cas de chiffres grâce à ça. Donc, oui, c'est vraiment, c'est vraiment un canal à pas négliger. Après, de nouveau, tu as raison, ça dépend du domaine d'activité. Tu ne vends pas certains produits la même chose que certains services, etc. Mais, en tous les cas, d'avoir une vitrine qui soit propre, avec une manière simple de te contacter, que tu fasses du Google Ads ou pas, c'est automatique. Personne, elle t'appelle, elle va de toute façon voir ce que tu fais avant de te recevoir. Qui t'es, elle va te googler, elle va voir qui t'es sur LinkedIn. Aussi faire gaffe à l'image, tu vois. Est-ce qu'on peut trouver sur toi? Est-ce que les références sont bonnes, etc. C'est à double tranchant, mais voilà, il faut de nouveau jouer avec ces différents canaux, je pense. Que c'est important. Ça, puis l'autre chose, je pense, si tu veux te lancer aussi, c'est pas très fun. Et puis moi, je suis comme toi, je suis pas forcément ce gars de la théorie. Néanmoins, d'avoir une ligne directrice sur ce que tu fais, ce que tu proposes comme service ou comme produit, tes échéances à court, moyen, long terme, ce que tu vises en termes de chiffre d'affaires, surtout la partie financière. Ça sert à rien de t'attarder sur ton produit, des études de marché à en plus finir. Oui, il faut savoir qui sont tes concurrents, qui sont tes potentiels clients, mais surtout, ton plan financier, c'est quoi, tu vois, à 3, 5 et 10 ans. De toute façon, ça va pas être comme tu as prévu. Ça, tu peux déjà te le mettre en tête, tu vois. Tous les chiffres que tu auras mis correspondront pas. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir cette ligne directrice qui est là, qui n'est pas rigide, surtout pas. Tu vas faire comme ça tout du long, tu vois. Tu vas bouger, ça va sillonner. Mais toi, ton objectif, il est clair, il est là. Donc, même si tu sors à un moment donné, parce que c'est plus ce que tu avais prévu en théorie, mais que la pratique, en fait, elle te dit que c'est ça. C'est plus ça. Tu as cette capacité d'adaptation, mais tu as quand même ton objectif final en vue. Puis, je pense que d'avoir un document où c'est écrit, auquel tu peux te raccrocher aussi quand des fois tu doutes, quand des fois tu es en galère, ou même quand des fois ça va bien. Est-ce que j'avais prévu? Ok, ouais, c'est même mieux, parfait. C'est quand même important d'avoir, je pense, de créer ce qu'on appelle vulgairement un business plan. On l'appelle comme ça, mais c'est plus de mettre sur papier la manière dont tu vois ton business. Ça va aussi t'aider sur les démarches à entreprendre aussi, tu vois. Ok, est-ce que j'ai besoin de thunes? J'ai besoin de financement? J'ai pas besoin. Enfin, tu vois, tu as quand même une réalité aussi économique. Tu vas faire ton plan financier qui va déterminer tes choix. Ah, ok, il faut que j'arrive à ce résultat-là, mais pour arriver à ce résultat-là, je dois démarcher combien de gars? Ah, ok, ouais, statistiquement, il faudrait que j'en fasse tant. Et puis, du coup, c'est ça qui va driver. Souvent, on dit que les chiffres, ils montent pas. Et ça, c'est la vérité. Tu peux taper toutes les théories que tu veux. Si tu as un objectif qui est de ton, que tu veux gagner tant de thunes, ou que tu veux performer de telle manière, pour y arriver, il y aura tout un chemin à faire. Et puis, je pense que c'est vraiment ça qui va driver ton quotidien et ce que tu as à faire dans l'ordre. C'est vrai que le business plan, je l'ai.
Mais où c'était pas clair, c'est... je pense qu'il faut que c'est quelque chose aussi que tu dois revenir régulièrement. Puis là, je l'ai un peu délaissé pendant 6 mois, une année. Ouais. Parce que ta vision, tout d'un coup, elle change par rapport au marché. Clairement. Et ce qui m'a toujours un peu empêché, c'est qu'on ne vend pas un produit qui... on vend un service. D'ailleurs, toi, tu vendais du service pendant longtemps. Demain, je peux vendre... je peux faire un hôtel à 12 millions, comme je peux faire 5 projets à 10 000. J'ai une variable tellement énorme que c'est difficile de se dire dans le business plan, il faut que je chope... bon, peut-être je l'ai mal tourné dans le mauvais sens. Peut-être ce que je dois tourner, c'est pas dire il faut que je fasse 1 million de chiffre d'affaires cette année. Non, bah ça veut rien dire. En fait, je pense que la question qu'il faut te poser, c'est combien toi tu veux gagner déjà. Parce que combien tu veux gagner va définir le chiffre d'affaires que tu dois faire. Parce que tu vas dégager telle marge et tel bénéfice, et ce bénéfice, ce sera pour toi. Donc, c'est important aussi de mettre des chiffres qui sont viables, qui veulent vraiment dire quelque chose. Tu vois, combien tu veux gagner à terme? Ok, il te faut 10 000 balles par mois. Voilà, dans mon salaire, je ne mets pas 2 000 pour commencer, non, tu vois. L'objectif, c'est 10. Ok, mes charges, c'est quoi? Ok, mon loyer, c'est tant, je vais payer tant d'impôts, je dois tant à mes fournisseurs, ok. Ces chiffres-là vont... En fait, plus tu es honnête avec ton plan financier, et plus tu auras des chances d'atteindre... Tu vois, tu as souvent ce truc au début où tu te dis, faut pas que je voie trop gros. Il faut que j'y aille mollo, step by step. Je commence à 2000 balles, puis après à 3, puis après à 4. Non, l'objectif final, c'est tant. Et puis après, oui, tu as la réalité de... Ça va prendre du temps d'arriver jusque-là, d'arriver jusqu'aux 10 000 balles, par exemple, que j'avais envie. Là, je te parle d'argent, mais ça peut être aussi autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Tu vois, il y a aussi, on en a parlé beaucoup en off, tu as la qualité de vie. Combien de temps je veux bosser, tu vois. Mais elle est aussi liée elle sera aussi liée en argent, cette qualité de vie. Oui, aussi. Mais tu vois... C'est plus difficile à mesurer. Peut-être que le luxe absolu, c'est de dire, moi, je veux taffer à terme à 60. C'est là exactement la même chose. Ok, si je veux bosser à 60%, combien je dois... Il faut prendre un droit à une perceuse. Ah, c'est bon, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir 4 jours de congé 2 jours de congé sur la semaine pour ne pas bosser 2 jours. Et puis ça peut aussi être dans ce sens-là. Tu vois, pour me libérer 2 jours, ça veut dire que mes 3 autres jours de la semaine, je dois y aller de cette manière-là. Et je dois m'investir de cette manière-là. Ça peut aussi... le boulot que tu fais sur 5, tu dois le faire sur 3. Puis du coup, tu adapteras. Ok. Ouais, j'avais pas vu ce côté métrique plus important... plus important que ça, en fait. Après, ça dépend vraiment de chacun, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu regardes les nouvelles générations, elles sont plus en tout cas en Occident, chez nous, à se dire ça m'est égal de gagner beaucoup d'argent. Moi, ce que je veux, c'est de la flexibilité. Que ce soit dans mon travail, c'est exclu de bosser à 100%. Je veux faire un 80% maximum. Donc, le vrai luxe aujourd'hui, je pense que c'est ce côté-là, c'est le temps. C'est le temps que tu récupéreras pas, tu vois. Le temps qui passe, tu le récupères pas. Moi, je m'étais souvent dit ça. Dans tous mes business, tu en prends conscience un petit peu plus tard. Au début, tu penses au fric, parce que c'est une réalité. Et puis après, tu penses au temps, parce que le temps, une fois qu'il est écoulé, c'est fini. Une fois qu'il est passé. Le fric, techniquement, tu peux toujours en refaire. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux toujours donner un petit coup de fouet pour... Le fric, tu penses au début quand tu es dans l'urgence. Donc tu as besoin de payer tes factures. Alors c'est sûr qu'il y a une réalité. Et quand tu passes ça, quand tu comptes déjà un petit peu moins, que tu es dans une approche complètement différente. Et là, tu rentres plus dans le temps que dans l'argent. C'est vrai. Après, c'est vrai que ce qu'on disait sur l'argent, moi, je ne suis pas du tout non plus porté par l'argent.
Mais l'argent, il a un avantage, c'est que c'est un métrique qui est mesurable. Le temps, c'est déjà... Tu peux le mesurer, mais c'est plus subjectif. Comme tu disais, tu as mis une ligne sur toi que tu veux faire, que pour 10 000 francs par mois, il faut que je fasse 1 million de chiffre d'affaires. Tu sais que tu dois faire ce million de chiffre d'affaires. C'est ça. Il n'y a pas de... On est complètement d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec mais en toi. même temps, c'est comment dire, c'est un peu biaisant, t'es un peu biais parce que si t'es pas porté par l'argent, c'est le cas pour moi, bah c'est pas un drive, c'est pas un moteur pour moi. Et du coup, je comprends. Après, ce que tu as dit, ce qui est juste, c'est la réalité derrière. C'est qu'il te faut quand même ton thune pour payer ton hypothèque, pour pouvoir nourrir ta famille, etc. Donc, tu as quand même un minimum qui est là, que tu dois pouvoir assurer. Et une fois que tu as atteint, alors voilà, c'est plutôt de dire, OK, le minimum qu'il me faut, vital, pour subvenir à mes besoins, ceux de ma famille, et puis à ce à quoi j'aspire, c'est temps. Ça, c'est le minimum. Et puis, tu peux pas te mentir. Non. Tu peux de toute façon arriver à une somme. Et puis, une fois que cette somme est atteinte, bah voilà, tu choisis si tu veux plus de fric ou plus de temps. Ouais, j'aimais bien le côté honnête, en fait. Ce côté, comme tu as dit, l'honnêteté financière. Je me suis pas l'appeler comme ça, mais c'est important. Ça t'aide à y voir clair sur la suite, quoi. Ok, bon. On va clôturer là avant qu'il perce la moitié de l'immeuble. Donc ça nous tombe dessus. C'est dommage. Du coup, j'espère qu'il arrête parce qu'on peut clôturer le podcast. Bon, j'espère que tu as aimé. C'était cool, hein. Une première là pour moi. C'est vrai qu'au début. Tu vois, tu sens plus tu sors un peu de ça, non? Oui. Et puis là, on est bien. Enfin, on est chez toi. Le setup est sympa. Non, on ne sent pas. Bon, je suis content. On est complètement à l'aise. En tout cas, super content d'avoir partagé ça avec toi. C'était une belle expérience. Cool. Et puis, j'espère qu'on se reverra soit en Suisse, soit ici. Ouais, il y a des chances qu'on revienne par là. J'espère. Allez, merci. Yes, merci. Allez, à bientôt.